il y a une explication logique à beaucoup de choses. Bon, mais avant, je ne sais pas qui était là pendant la conférence que j'ai donnée sur le temps, juste avant l'été. J'avais postulé une hypothèse de travail selon laquelle le futur avait une influence sur le présent. Je ne sais pas si vous vous rappelez ça. Voilà. Effectivement, le futur a une influence sur le présent, sur l'influence, sur le présent aujourd'hui, là, maintenant, sur le maintenant. Mais ce que j'ai pas osé dire, par manque de temps, c'est que le futur aussi est capable d'influencer le passé, en le modelant, par les rêves, par les visions, voilà. Et peut-être que, moi je le prends comme une hypothèse de travail, ça pourrait être une explication de l'effet Mandela. Le fait que le futur est capable d'influencer non seulement le présent, mais aussi le passé. On appelle ça la théorie de la rétrocausalité qui est développée par des physiciens français. Et aussi américains. Donc, c'est une hypothèse de travail à considérer, c'est un postulat. Et par conséquent, effectivement, ce futur-là est capable de modeler le passé via la conscience, parce que la conscience est quelque chose qui est d'origine extra-bon. Quand vous dormez, par exemple, votre conscience, c'est une partie de vous-même, elle n'est pas linéaire, elle existe à l'état de potentialité, elle ne s'est pas encore densifiée, mais cette conscience-là, qui n'est pas localisée dans le cerveau, contrairement à ce que les neuroscientifiques pensent, les neuroscientifiques matérialistes, et bien cette conscience-là, elle peut, vu qu'elle est d'origine extra-neuronale, effectivement, elle peut vous amener à voir, prévoir, elle peut vous amener à vous permettre de vous souvenir du futur, on va dire. Ok, en gros, c'est ça. Voilà. Bon, alors, Thierry, pour revenir à toi, donc tu as parlé du Soleil qui a changé de position dans la galaxie, je crois. Juste pour te dire que le Soleil, effectivement, se trouve dans le bras d'Orion, le bras d'Orion qui fait partie de la Voie lactée. Et le Soleil entraîne son cortège de planètes à la vitesse de 200 km par seconde. D'accord ? Il le fait en 25 000 ans. Il fait le tour de la galaxie en 25 000 ans. Donc c'est clair que le Soleil, en tant qu'étoile, a une vitesse propre. Donc si le Soleil a une vitesse propre, c'est clair qu'il bouge, il ne reste pas sur place. À un moment donné, c'est sûr et certain qu'il va sortir du bras d'Orion. Ok ? Donc tout se meut, rien n'est statique, tout bouge dans l'univers, les étoiles, les planètes, les galaxies, les amas des galaxies. D'accord ? Et ces étoiles-là ont une vitesse propre, une vitesse indépendante de l'attraction générale qui est provoquée, qui est induite par le champ gravitationnel des étoiles. Ça, il faut le comprendre, ça. Okay. Le bras d'Orion, en fait, on l'a appelé aussi le bras d'Orion percé, et il n'a jamais été dans le Sagittaire, par ma connaissance. Donc le Sagittaire, effectivement, dans la direction du centre de la galaxie. Le bras du Sagittaire, c'est autre chose. Le Soleil, il a une position très connue par rapport au noyau de la galaxie. Il est à 30 000 années-lumière. Et il se déplace en entraînant son cortège de planètes à 200 km à la seconde. Voilà. Et donc, sinon, pour revenir aussi à ton histoire, je suis arrivé au moment où tu parlais des constellations du Sud, des constellations australes, comme la machine pneumatique. Alors, j'ai une chose à te dire, c'est qu'il y a 600 ans, les Grecs ont nommé les constellations boréales, les constellations du ciel boréal, en y incluant leurs mythes et leurs légendes, leurs traditions. Et donc ce sont les Grecs qui sont à l'origine de notre ciel actuel, le ciel qu'on connaît ici en Europe, d'accord ? Mais ces Grecs-là ne connaissaient pas le ciel hémisphère sud. Le ciel hémisphère sud a été nommé par d'autres voyageurs comme Vasco de Gama, Magellan, Nicolas de Lacaille, qui ont parcouru l'hémisphère sud et qui ont vu de nouvelles constellations. Et ils ont nommé ces constellations-là avec des instruments optiques, comme la constellation du microscope, la constellation du télescope, le burin, la machine pneumatique, le compas, la boussole. Vous voyez, ce sont des noms qui sont liés à des instruments optiques et non pas
à des noms de poètes, des noms de personnages imaginaires, des noms de dieux, de déesses, des noms de demi-dieux comme Hercule, Orion, d'accord? Donc il y a toute une symbolique qui est différente entre le ciel de la mythologie de l'hémisphère sud et le ciel de la mythologie de l'hémisphère nord. Ce sont deux choses différentes. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que ces choses-là sont connues, mais seulement les grands navigateurs comme Magellan, Vasco de Gama, Nicolas de Lacaille, il a repétorié ces constellations de l'hémisphère sud, mais c'est relativement récent, ça date du XVIIIe siècle, d'accord? Donc c'est relativement connu, ces constellations sont vraiment connues. Et je vais terminer en disant que tu as parlé des... bon, moi je suis chimiste de formation, donc je ne veux pas me vanter, mais je connais le tableau périodique presque par cœur, d'accord? Et les éléments que tu as énumérés, comme l'einsteinium, l'américinium, d'accord, ce sont ce qu'on appelle des langues planiques, des actinides, ce sont des éléments qui sont créés artificiellement dans au CERN, dans les laboratoires dans les accélérateurs de particules. Ils ont une demi-vie extrêmement rapide, ils existent, et après ils disparaissent aussi, ils sont pratiquement virtuels. Et il existe 92, pardon, j'avais dit 92, il existe 92 éléments naturels qui vont de l'hydrogène jusqu'à l'uranium. Et en deçà de l'uranium, vous avez le plutonium, le neptunium, etc. Et ça va jusqu'à 118, si j'ai bonne mémoire, d'accord? Donc il y a 118 éléments radioactifs. Dans le tableau de Mendeleïev, d'accord? Mais ces éléments-là ont une demi-vie très très rapide. Voilà, donc je pense que la plupart des choses que tu as dit ont une explication logique en vertu de la science. Moi, j'essaie d'utiliser le support de la science pour expliquer certaines choses. Donc, voilà. Mais bon, voilà. Bon, c'est vrai que les phénomènes là restent quand même un mystère. Pour moi, je propose l'idée que bon, ben, le futur a cette capacité rétrocausalement d'influencer le passé. Voilà. On peut l'accepter comme ne pas l'accepter. Voilà, on peut en débattre. Et je serais heureux d'en discuter avec vous. Voilà, merci.